Bonjour, soyez les bienvenus à notre webinaire. Je tiens déjà à vous remercier d'avoir répondu présent à l'invitation. Aujourd'hui, on a créé ce webinaire pour vous parler de la construction passive et particulièrement de la construction passive écologique. Donc là, on va avoir plusieurs intervenants lors de cette présentation. On va voir Eric, Sophie et moi-même. On va vous parler de plusieurs sujets. Sophie, qui est représente l'entreprise GECO, va vous parler de la VMC double flux thermodynamique PKOM4, qui est une VMC qui est parfaitement adaptée pour la construction de bâtiments passifs. Nous avons Eric, qui va nous parler de la construction bois-paille, qui est une solution technique parfaitement adaptée pour la construction de bâtiments passifs, écologiques et à très faible empreinte carbone. Et moi-même, je vais vous parler du granulat de verre cellulaire mis à port, qui est une solution technique très intéressante pour l'isolation sous fondation radiée, pour la rupture de pont thermique clinique, qui est parfaitement adaptée pour la construction de bâtiments passifs. Alors avant tout, je vais commencer par vous parler du passif. C'est quoi un bâtiment passif? Donc ça va être un bâtiment qui va être parfaitement isolé. On va travailler sur des grosses valeurs de résistance thermique. En général, on va avoir une résistance thermique aux alentours de 10 voire 12 en toiture, une résistance thermique entre 8 et 9 au niveau des murs et une résistance thermique entre 3 et 5 au niveau du sol. C'est avant tout un bâtiment sans pont thermique. C'est très important, puisqu'on peut avoir des très fortes valeurs de résistance thermique au niveau des parois, mais si on a le moindre pont thermique, ce moindre pont thermique représente une très forte déperdition thermique. Donc c'est pour ça que c'est important d'utiliser les bons matériaux pour avoir une parfaite continuité d'isolation. Donc pour tout ce qui est gestion du pont thermique clinique au niveau du pied de mur, au niveau des linteaux et au niveau des chaînages. Donc un bâtiment passif, c'est surtout un bâtiment sans chauffage. Il n'y a pas de chauffage conventionnel. C'est-à-dire qu'on ne va jamais retrouver une chaudière, une pompe à chaleur, un poêle à granules ou un poêle à bois, puisqu'un bâtiment passif va se contenter essentiellement de l'apport bioclimatique pour son chauffage et de l'énergie des occupants qui vont dégager à l'intérieur. Un bâtiment passif, il n'aura pas besoin de plus de 15 kWh par an et par mètre carré d'énergie en ce qui concerne son chauffage, son rafraîchissement et son éclairage et son eau chaude sanitaire. En fait, un bâtiment traditionnel, le chauffage ne sert qu'à compenser les pertes de chaleur qui sont dues à une mauvaise conception et une mauvaise isolation. Alors, comment on atteint ce niveau de performance de bâtiment passif? Donc, il y a plusieurs critères qui sont à respecter. On va travailler déjà sur la compacité du bâtiment. On va essayer de faire des bâtiments qui sont assez compacts pour limiter les déperditions. En général, on va travailler sur des constructions à étages. Éventuellement, si on doit travailler sur des bâtiments en rez-de-chaussée, on va privilégier des bâtiments qui vont être pas mal en longueur afin de bénéficier au maximum d'une façade exposée plein sud pour profiter de l'apport bioclimatique, puisque l'apport bioclimatique, c'est notre première source de chauffage. On va travailler avec une très forte isolation, comme je vous l'ai dit précédemment. On va travailler essentiellement avec des menuiseries triple vitrage, de préférence des menuiseries certifiées Passive House. Et bien sûr, on va traiter tous les ponts thermiques. Un autre point qui est très important, ça va être l'étanchéité à l'air. Donc là, Eric pourra un peu plus développer ce sujet-là au niveau de la construction bois-paille, puisqu'on se rend compte que c'est un mode constructif qui est très très pertinent pour avoir aussi une bonne performance au niveau de l'étanchéité à l'air. Alors, qui dit étanche à l'air, un autre point qui est très important, ça va être le renouvellement de l'air, forcément. Puisque si on a une maison qui est fortement étanche à l'air, on risque d'avoir des problèmes de pollution d'air intérieur. C'est là où la VMC double flux joue un rôle très important, puisqu'elle va permettre de renouveler l'air tout en évitant de perdre des calories. Donc, on a l'inertie aussi qui est un point très important. Donc l'inertie, ça va permettre d'accumuler les calories et de stabiliser la température intérieure. Puisqu'on va travailler sur de l'apport bioclimatique va permettre de chauffer cette inertie. En général, l'inertie, ça va être la dalle ou le radier, justement. Le radier va se charger en calories, va restituer ces calories, va permettre de lisser la température. Si on conçoit un bâtiment sans inertie, l'apport bioclimatique va chauffer de l'air, on va vite monter en température, on risque de craindre de la surchauffe. Et à contrario, quand on n'a plus l'apport climatique, on a la température qui baisse. Bien sûr, il faut faire une étude thermique PHPP qui va permettre de valider tous ces points-là, un contrôle en phase chantier et en fin de chantier pour valider tout ce qui concerne l'étanchéité à l'air. Alors, et le confort d'été? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup
De bâtiments passifs pour la construction en très haute altitude, dans le Jura, en Alsace, dans le Doubs, dans des coins très froids qui sont où il faut chercher justement à isoler principalement l'hiver. Mais le bâtiment passif est aussi très très intéressant dans des zones climatiques du sud de la France où il fait très chaud, puisque au même titre que le bâtiment est très confortable l'hiver dans saison froide, il est aussi très confortable l'été dans des saisons très chaudes, dont dans le sud de la France. Pour retour d'expérience, du coup, on peut vous parler de ma maison personnelle, donc sur le sujet qu'on va présenter, où là, l'été dernier, on avait 36 degrés à l'extérieur. À l'intérieur, on n'avait que 25 degrés, ce qui est une vraie température de confort. Alors, il y a plusieurs critères qui vont rentrer en considération pour avoir un bon confort d'été. Donc, la forte isolation qu'on a déjà sur le bâtiment passif, mais surtout, on va essayer de travailler avec des isolants avec beaucoup de déphasage. Le déphasage, c'est ce qui permet de limiter la pénétration du chaud de l'extérieur vers l'intérieur. Donc des matériaux comme la laine de bois, la fibre de bois ou justement la paille sont des matériaux avec beaucoup de déphasage, ce qui limite énormément les surchauffes l'été. On va travailler aussi sur la conception avec une casquette qui va permettre de faire une projection d'ombre l'été pour éviter d'avoir de l'apport bioclimatique et de la surchauffe. Et puis pour la mi-saison, on va compléter avec des BSO, donc des brises soleil orientables, qui vont permettre de gérer notre apport bioclimatique. C'est-à-dire selon la température qu'on a à l'extérieur et selon l'apport bioclimatique, on va orienter nos lames en conséquence. On va aussi travailler avec une VMC double flux de préférence type thermodynamique. Pourquoi? Parce que quand on est sur des forts deltas de température, avec une température extérieure au-delà de 35 degrés, avec une VMC double flux conventionnelle, on va malheureusement ramener de la chaleur à l'intérieur de la maison. On va se retrouver avec des delta T qui vont être beaucoup trop importants. Du coup, on risque de faire augmenter la température intérieure et malgré une surventilation la nuit, on n'arrivera pas à faire baisser cette température. Donc le système thermodynamique permet de réinjecter de l'air qui est rafraîchi, voire même qui va permettre de rafraîchir directement la maison, puisqu'on peut injecter de l'air à 18 degrés, ce qui permet de maintenir une température de confort aux alentours de 25 degrés. On a aussi des systèmes de puits canadiens qui sont possibles de mettre en œuvre, mais en tout cas, c'est des sujets qui sont très très importants pour arriver à limiter la surchauffe. Alors, faire un bâtiment passif, c'est très très bien. Puisqu'on a un bâtiment qui est très performant, on a un bâtiment qui va limiter l'empreinte carbone et l'énergie grise pendant l'exploitation, donc ça c'est très très bien. Par contre, ce qui est encore plus pertinent, c'est de faire un bâtiment passif avec une très faible empreinte carbone à la conception. Puisqu'on peut très bien faire un bâtiment passif avec du béton et du polystyrène, mais on va se retrouver avec un bilan qui va être très mauvais au niveau énergie grise et empreinte carbone à la conception et à la réalisation, ce qui va en fait sur le bilan total qui va complètement amoindrir l'impact de la construction passive. A contrario, si on fait justement un bâtiment à la base à très faible empreinte carbone et en plus passif, là on va limiter énormément l'empreinte carbone et l'énergie grise sur la conception, la réalisation et l'exploitation du bâtiment, donc sur toute la durée de vie totale du bâtiment. Donc là, pour donner des valeurs de comparaison, par exemple, si on parle d'un mur en briques, tout simplement, on est sur une valeur de 50 kg de CO2 par mètre carré. En comparaison, si on prend une solution par pain plus isolation, on est aux alentours de 35 kg de CO2 par mètre carré. Une solution en bois paille, vu qu'on est sur une solution biosourcée, on va même stocker du carbone. On va se retrouver avec une empreinte carbone négative à moins 10 kg de CO2 par mètre carré, ce qui est vraiment très très intéressant. Après, au niveau des soubassements, si on compare une solution technique de couche de forme plus polystyrène, on est aux alentours de 20 kg de CO2 par mètre carré. A contrario, une solution technique de verre cellulaire mise à port, on est à 10 kg de CO2 par mètre carré. Sachant qu'on est sur un matériau en plus qui s'est fabriqué à partir de bouteilles de verre usagées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va revaloriser un déchet pour en faire un matériau de construction. A contrario, le polystyrène sera un produit qui sera fabriqué à partir de pétrole. Donc là, pour vous présenter la référence de chantier, donc à titre indicatif, c'est ma maison personnelle. On est sur un projet d'une construction bois paille, donc avec une fondation radiée sur mise à port, ossature bois paille Activum, isolation des combles en ouate de cellulose sur une cinquantaine de centimètres. On a une VMC double flux GECO PKOM4
menuiserie triple vitrage de chez André, donc qui sont des menuiseries certifiées Passive House. Donc là, sur la photo, pour un titre indicatif, c'est une photo qui a été faite début mai. Donc là, on peut bien voir que la casquette, justement, crée une projection d'ombre, mais c'est une projection d'ombre qui ne sera pas suffisante. Du coup, on utilise des BSO, justement, cette période-là, pour se protéger du soleil. Là, maintenant, sur une période comme à l'heure actuelle, on a une projection d'ombre qui va s'exécuter au niveau du pied de mur. Donc la casquette joue bien son rôle pour limiter l'apport bioclimatique. Donc, à la base de cette maison, qu'est-ce qu'on met? On va mettre du mise-à-port pour plusieurs raisons. Pourquoi? Donc, on est sur un granulat qui est donc isolant. C'est un granulat à porosité fermée, donc il permet de faire une totale rupture capillaire. C'est un produit qui est complètement imputricible. Donc, vu qu'on est au niveau d'un soubassement, on est soumis à différents types d'agressions. Donc là, on va être sur un produit qui va être complètement inaltérable. Il n'y aura aucune évolution au niveau de ses caractéristiques mécaniques et thermiques dans le temps. On est sur un produit inerte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relargage, il n'y a pas de pollution de sol, il n'y a pas de COV, et on est sur un produit qui sera certifié donc, par différents organismes. On est certifié en Suisse SIA, en Allemagne DIBT, et par un agrément technique européen de type CE1, et par un avis technique du CSTV. Donc c'est aussi une solution qui est très intéressante aussi pour se protéger contre le radon, puisque là sur la zone où la maison a été construite, on est sur une zone avec du granit, avec beaucoup de radon. Donc ce mode constructif permet aussi de se protéger du radon. Le fait qu'on ait un vide intergranulaire de 30%, une fondation radiée qui soit complètement étanche, naturellement va drainer le radon vers l'extérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le radon, c'est la deuxième source du cancer du poumon après la cigarette. En valeur de comparaison, on a plus de morts en France du radon que de morts sur les routes. Donc c'est quand même un point qui est quand même assez important. Donc là, on a une coupe technique du projet. Donc pour vous citer les différentes zones. Donc là, on a notre terrain naturel. En gris, c'est tout ce qui est réseau d'eau usée, eau grise, un géotextile, un réseau de drainage qui va être intégré en périphérie, ce qui va permettre de canaliser l'eau de ruissellement de façade et l'eau de ruissellement de terrain. On a notre mise à port qui est compactée sur une épaisseur de 30 cm pour une résistance thermique de 3,22. Donc notre géotextile fait tout le tour. Ensuite, on a un film polyane. Par-dessus notre fondation radiée qui va faire 25 cm en béton armé avec un double tri soudé. Isolation de nez de radier en forme glace. On est sur un forme glace de 160 avec une résistance thermique de 4,44. Et par-dessus, on a notre ossature bois Activum. Donc là, on peut bien voir qu'on a une parfaite continuité d'isolation. On a absolument zéro pont thermique, ce qui permet même d'avoir un petit négatif avec une valeur de moins 0,058, ce qui est une très très bonne valeur justement. Donc il y a d'autres avantages aussi à ce mode constructif avec le radier, c'est qu'avec le radier, on n'a aucune dilatation. C'est pas du tout comme un dallage. On a un double tri soudé. Du fait qu'il n'y a aucune dilatation, on n'a pas d'obligation de faire de chape. Donc on peut directement faire un revêtement final dessus, soit en béton ciré, un revêtement souple par exemple, un parquet ou même du carrelage. Donc ça permet d'amener une économie aussi sur ce lot-là et de gagner du temps d'exécution. Et forcément, si on met moins de matériaux, on va limiter aussi l'empreinte carbone. Donc là, moi, j'ai fini en ce qui me concerne. Eric va prendre la suite après pour la partie bois paille. Et ensuite, faut pas hésiter à la fin à revenir on reviendra sur les questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. À la fin, on sera disponible pour répondre à toutes vos questions. Eric, je te laisse reprendre la main. Merci Jérôme. Et bonjour à tous. Oui, je vais vous présenter tout simplement notre solution de préfabrication industrielle de matériaux en ossature bois, isolation bottes de paille, valable pour l'enveloppe du bâtiment, que ce soit des murs ou des éléments de toiture. Voilà. On a tout simplement développé et breveté un procédé industriel qui nous permet d'offrir à la construction ossature bois isolée bottes de paille un véritable changement d'échelle en offrant non seulement de la capacité de production pour pouvoir s'adresser à des opérations significatives, importantes, mais aussi de la performance économique. Voilà. Cette innovation a fait l'objet d'un certain nombre de reconnaissances, puisqu'on est lauréat du PIA, du plan d'investissement d'avenir dans la catégorie bâtiment performant. On est labellisé French Fab, French Tech, on est labellisé aussi Solar Impulse.
Donc une solution, je dirais, bonne pour la planète, puisque effectivement, comme l'a dit Jérôme, on est sur une solution à bilan carbone négatif. Voilà. Donc notre objectif, effectivement, c'est de permettre la diffusion du procédé sur l'ensemble des territoires où les ressources et les besoins sont présents via des partenariats ou éventuellement même de la croissance interne avec des industriels pour pouvoir, je dirais, mettre en œuvre la solution et offrir sur l'ensemble des territoires qu'ils souhaitent une autre opportunité ou en tout cas un système constructif à bilan carbone négatif. Aujourd'hui, le réseau se compose de plusieurs partenaires, puisque nous avons pu essaimer le procédé sur le territoire national et se compose de 4 partenaires, dont 2 en région Auvergne-Rhône-Alpes, le dernier s'appelant Manufacture Bois-Paille, à Villefranche-sur-Saône. L'idée, c'est que effectivement le réseau permet d'afficher des capacités de production importantes et en groupant des capacités de plusieurs usines, on peut s'adresser à des marchés encore plus importants. Donc notre procédé est composé principalement d'ossature bois lamellé collé en provenance de scieries très locales, de paille bien sûr locale, de poutres en I qui nous permettent effectivement de faire diminuer le coût du système constructif et derrière de panneaux d'habillage qui sont adaptables en fonction des besoins de finition des maîtres d'ouvrage pour pouvoir interfacer toutes les finitions possibles, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Donc. Alors bonjour à toutes et à tous, Christophe Arnald, associé d'Activium. Là, je vais prendre le relais d'Éric sur les aspects économiques. Souvent, on nous interroge sur le prix d'une maison ou d'une construction paille. Nous, on est simplement fournisseur d'ossature, on n'est pas constructeur. Nos clients sont d'ailleurs de plus en plus des charpentiers ou des constructeurs à qui on va fournir des matériaux de construction. Donc on est devenu de fait des fabricants de matériaux pour répondre à des demandes importantes du marché, chacun son métier. Le chantier de manière préférentielle est réalisé par des sociétés de construction et nous nous limitons à la fourniture. Donc si on essaie de comparer du comparable, c'est-à-dire les coûts de production, aujourd'hui si on parle de rendu livré chantier d'un tandem, d'un côté laine de roche, laine de verre, mettons béton parpaing par exemple, ou béton banché, on va être sur, avec la RE 2020, qui amène quand même un certain épaississement des isolants, des épaisseurs d'environ 35 cm, encore une fois, hors finition, hors doublage. On est sur des rendus aujourd'hui de prix de marché avec les hausses de prix des matières qui sont de l'ordre de 140 € hors taxe, encore une fois en rendu chantier. Pour ce qui nous concerne d'une solution comparable en bois paille, on va être sur des épaisseurs un peu plus importantes, avec une botte qui fait 36 cm. On a d'ailleurs des variantes aujourd'hui de plus en plus disponibles sur des formats d'épaisseur de bottes de paille, par exemple de 22 cm. Donc on sait aussi faire des ossatures un peu moins épaisses, avec certes des performances thermiques un peu diminuées, mais ça reste relativement performant. Et on sera sur des coûts de revient, encore une fois, rendus, livrés, posés, qui sont de l'ordre de 190 € hors taxe du mètre carré. La simple fourniture étant autour de 130 €, des coûts de transport d'environ 10 € hors taxe du mètre carré, et des frais de pose qui sont variables d'une société à l'autre, mais qui sont autour d'une cinquantaine d'euros. Donc, de facto, si on prend un exemple d'un cas d'école d'une maison de 100 mètres carrés, même si on fait beaucoup d'autres choses que des maisons, on est sur un surcoût d'enveloppe qui est de l'ordre de 6 000 € hors taxe pour la fourniture et la pose. On vient rajouter également un surcoût d'environ 4 000 € sur l'enduit, puisque un enduit sur laine de bois est plus cher qu'un enduit sur parpaing ou sur brique. Voilà, s'il y a de l'enduit, s'il n'y a pas d'enduit, effectivement, bardage, que ce soit barder nos murs ou barder n'importe quel type de mur autre, il n'y a pas de différence. Et après, il faut aussi intégrer assez rapidement une moins-value qui est relativement importante sur le lot CVC, chauffage, ventilation, climatisation.
où c'est vrai que c'est la difficulté qu'on a souvent sur les projets avec les promoteurs, c'est les économistes qui vont comparer lot par lot les prix. Et donc, si on remplace une ossature par une autre, on est plus cher. Mais il faut tout de suite aller voir ce qu'il y a comme impact positif sur les autres lots, et ça concerne essentiellement le lot CVC, où effectivement on aura une résistance thermique telle, avec des R qui sont de l'ordre de 7 à 9 mètres carrés Kelvin par watt sur une botte de 36 cm, avec le fil à finition et le doublage. On a des niveaux de chauffage complémentaires qui sont relativement bas. Donc, de fait, on aura un investissement chauffage qui va écarter tout besoin de pompe à chaleur, de réseau de chauffage, etc. On n'est plus du tout dans ces logiques-là. On est sur des compléments de chauffage qui peuvent être éventuellement un petit chauffage d'appoint, type poêle à granulés dans la pièce principale, ou tout simplement des convecteurs électriques qui vont servir 2 fois par an si jamais il fait moins 10 pendant 3 jours. Donc, on a effectivement des coûts de construction qui sont finalement assez comparables si on tient compte de l'investissement. Si on parle d'une solution bardée, par exemple, le plus 6000, moins 6000, globalement, qu'on aura, puisqu'on aura aussi, bien sûr, pas de clim. Je n'ai pas parlé des performances thermiques estivales, mais avec un déphasage thermique de 12 à 14 heures, on est également sur des conforts d'été très, très importants. Et donc, de fait, on n'a pas besoin d'avoir un tel niveau d'investissement type climatisation. Donc, globalement, ce n'est pas plus cher ou pas beaucoup plus cher. C'est ce qu'il faut retenir. Donc là, illustré, c'est important, les images. Donc là, c'est le chantier de Jérôme Ragu, tout simplement, où on a les différentes phases de chantier qui sont relativement concentrées dans le temps, puisque l'intégralité du projet, en ce qui nous concerne, là, on avait assuré la pause, c'est étalé sur 2 jours pour l'ensemble des murs et un mur, donc mur d'enceinte, bien sûr, et un mur de refend, puisqu'on doit aussi, bien sûr, par nécessité, parfois apporter des compléments d'ouvrage de type mur de refend pour pouvoir édifier le bâtiment. Donc, clairement, c'est un temps de préfabrication qui a été relativement court. C'est un peu moins de 2 semaines de travail en atelier. Et derrière, c'est 2 jours de pause. Autre exemple de chantier, ce sont des vues d'un bâtiment industriel qu'on a réalisé pour le compte du groupe L'Oréal en Hauts-de-France, une extension d'usine où ce bâtiment est destiné à stocker des produits inflammables, parce qu'une des qualités qui n'est pas forcément intuitive de la paille, c'est son côté matière compactée, donc ininflammable. Alors certes, c'est un combustible, mais ce n'est pas inflammable. Et donc ce bâtiment industriel avec une tenue au feu de 180 minutes a été réalisé entièrement en ossature bois-paille pour l'enveloppe isolante. Bon, autre exemple de maison d'habitation, donc là on a un R+1 avec une partie bardée, une partie enduite. À droite, on a une maison d'habitation avec une partie toit terrasse au rez-de-chaussée, une partie toit cathédrale sur une partie de la maison avec une élévation R+1. On a aussi du bardage et de l'enduit. Autre exemple également, une maison de santé, donc pour montrer un peu la mixité et la variété des projets. Donc là, on va avoir une ossature porteuse métallique, on va avoir une partie ossature bois-paille qui et c'est pour une maison de santé avec un complexe de commerce de pharmacie et également de cabinet médical qui a été édifié en Hauts-de-France. Autre exemple également, une extension de lycée. Donc c'est un lycée agricole dans le département de la Loire, où il y a une extension complète des bâtiments avec une partie qui a été réalisée d'ailleurs en pisé, une partie qui a été réalisée en ossature bois-paille. Et donc on a réalisé la fourniture de toute l'ossature bois-paille pour à peu près 1500 m² d'ossature. Un restaurant qu'on a fait il y a quelques mois, fin 2020, début 2021, un restaurant qu'on a fait dans le Puy-de-Dôme, au pied du Puy-de-Dôme d'ailleurs, un restaurant à Cessa, en altitude, avec un complexe de restauration et de salles de concert. Donc un bâtiment également avec des finitions bardées pour l'essentiel. Donc je vais reprendre un petit peu la main, moi, juste pour l'aspect perméabilité à l'air, tout simplement parce que la perméabilité à l'air, aujourd'hui, ça embête un petit peu tout le monde, mais c'est quand même une mesure significative et représentative de la qualité mise en œuvre d'un bâtiment, et elle a aussi un impact sur le rendement des systèmes de ventilation, puisque effectivement sur une enveloppe de bâtiment où on va habiter, où on va vivre, il est nécessaire de renouveler l'air pour bénéficier à minima d'une qualité d'air supportable. Pour ça, effectivement, on a des systèmes de ventilation, simple flux, double flux, etc., qui existent. Par contre, pour éviter que les renouvellements d'air se fassent par des fuites parasites,
fuites parasites qui sont aujourd'hui qui sont aujourd'hui tolérées, je dirais, dans les hypothèses d'études thermiques et qu'on gère par compensation de chauffage avec des systèmes de chauffage plus performants. Enfin voilà. Aujourd'hui, sur une maison passive, le critère demandé en termes de niveau de fuite parasite est très très exigeant puisque on va parler de N50. Alors le N50, c'est le taux de renouvellement d'air du volume chauffé par heure sous une différence de pression de 50 pascal. C'est-à-dire que vous avez un vent qui fait à peu près 120 km à l'heure à l'extérieur, qui va créer un tirage thermique et qui va aspirer votre air chaud que vous avez financé à travers les fuites parasites. Et il ne faut pas que ce taux de renouvellement d'air soit supérieur à 0,6 volume par heure avec des vents de 120 km à l'heure. Or, il se trouve qu'ici, quand on prête un petit peu attention à la mise en œuvre et à l'étanchéité à l'air d'un bâtiment, on peut arriver à des résultats extrêmement performants, puisque ici, par rapport à l'objectif fixé de 0,6, on atteint 0,07. Donc on est 10 fois inférieur. Ce qui fait qu'on garantit de facto un rendement extrêmement important, le rendement tout simplement affiché par le constructeur de la VMC double flux. Et j'en profite pour passer la main à Sophie qui va pouvoir vous parler de la VMC double flux PKOM4 installée dans ce projet de construction. À toi, Sophie. Merci beaucoup, Eric. Alors, je m'appelle Sophie André, bonjour, bonjour à tous. Tout d'abord, pour commencer, une petite présentation de la société GECO. Alors, GECO est une société familiale alsacienne qui a été créée en 1978. Nous sommes spécialisés dans la ventilation double flux et la déshumidification dans le traitement de l'air. Pour la partie ventilation double flux, nous allons avoir une gamme complète pour le résidentiel avec des VMC double flux statiques, des VMC double flux thermodynamiques dont nous allons parler, ainsi que des VMC double flux décentralisés. On va avoir également une gamme complète pour le tertiaire avec des centrales de traitement d'air double flux et des centrales de traitement d'air décentralisées. Nous possédons tous nos produits en stock afin d'avoir une réactivité et de pouvoir livrer sous 24-48 heures partout en France. Concernant la VMC double flux thermodynamique PECOM4 qui a été installée par exemple chez Jérôme, il s'agit d'une unité qui assure 4 fonctions. Donc elle va assurer la ventilation double flux, le chauffage, le rafraîchissement, ainsi que la production et le stockage de l'eau chaude sanitaire. L'intérêt est d'avoir une unité compacte, elle fait 75 cm par 75 cm, 2 mètres de haut, afin d'assurer une emprise au sol de moins d'1 mètre carré de surface au sol. Nous allons être sur une unité qui est certifiée Passive House à 88% de rendement. Elle est d'ailleurs faite pour être équipée dans les habitats qui sont fortement isolés et étanches, comme nous avons échangé tout à l'heure. Voici une vue détaillée de la PECOM4, donc la vue du dessus de l'unité. Tout d'abord, je vais vous parler de la ventilation double flux parce qu'il s'agit de l'élément principal de l'unité et qui est indispensable dans une habitation qui est bien isolée, bien étanche, pour que aussi bien les habitants puissent respirer, mais également les matériaux. Donc le principe de la ventilation double flux va être d'extraire l'air vicié des pièces humides, telles que la cuisine, les salles de bain, les WC, et d'insuffler de l'air neuf qui provient de l'extérieur dans les pièces de vie, telles que les salons, séjours, les chambres, afin d'assurer un renouvellement d'air constant. Il s'agit d'un air qui va être filtré. Donc, vous pouvez voir les filtres à ce niveau-là qui vont être au-dessus de l'unité. Donc, au niveau de l'air neuf, vous allez avoir un filtre F7 qui est un filtre anti-pollen. Et au niveau de l'air extrait, un filtre M5 pour l'extraction d'air. Excusez-moi.
Élément central, du coup, on va avoir aussi bien les ventilateurs, mais l'échangeur de chaleur qui va permettre de restituer les calories. Donc, il va y avoir un croisement de calories dans cet échangeur de chaleur pour réinsuffler de l'air qui va être réchauffé en hiver et rafraîchi en été. Pour le confort d'été dont nous échangeons tout à l'heure, nous allons avoir un bipass, un clapet de dérivation qui va permettre un rafraîchissement nocturne en été. Donc, lorsque la température à l'extérieur va être plus fraîche qu'à l'intérieur de l'habitation, c'est surtout la nuit, nous allons bipasser cet échangeur de chaleur pour pouvoir faire entrer l'air neuf directement dans l'habitation, toujours en passant par les filtres. La thermodynamique, donc la PECOM 4, est composée de 2 pompes à chaleur, une pompe à chaleur RR pour la partie chauffage et rafraîchissement, ainsi qu'une pompe à chaleur RO pour la production d'eau chaude sanitaire. L'intérêt pour la partie ventilation, c'est de travailler avec une batterie de préchauffage qui est raccordée à la pompe à chaleur chauffage et rafraîchissement pour pouvoir préchauffer l'air sans avoir à utiliser une énergie électrique. Donc, du coup, on est vraiment sur une unité où le principe est que nous soyons dans les économies d'énergie de A à Z. Pour la partie basse de l'unité, on va trouver le ballon d'eau, qui est un ballon d'eau isolé, que vous voyez ici, qui fait 212 litres à température de 55 degrés. On viendra sur les températures et contenances tout à l'heure. À ce niveau, vous allez voir une résistance électrique d'1,5 kW. Cette résistance électrique va servir pour avoir une fonction de boost, par exemple, s'il y a une réception un peu plus grande, un besoin plus grand d'utilisation d'eau, mais également pour la protection anti-légionellose, donc pour une montée de la température à 65 degrés. C'est un processus qui est automatique pour protéger contre la légionellose. Après, juste au-dessus, vous avez une anode de magnésium. L'anode de magnésium permet de protéger le ballon du calcaire. Il s'agit d'une anode qui est à surveiller lors de la maintenance. Comme pour toute VMC double flux, vous avez une évacuation des condensats. Alors, je vous parlais tout à l'heure de 2 pompes à chaleur. La VMC double flux thermodynamique permet aussi donc du coup de chauffer, rafraîchir et produire l'eau chaude sanitaire grâce à 2 pompes à chaleur. Donc la pompe à chaleur RR qui va faire du chauffage et du rafraîchissement va restituer 1,5 kg de puissance, 1,3 kg de puissance de chauffe et de rafraîchissement. Et la pompe à chaleur RO va restituer 1,6 kg de puissance. Pourquoi utiliser 2 pompes à chaleur? C'est important parce que ça permet d'avoir un travail en simultané, d'avoir aussi bien de l'eau chaude sanitaire que du chauffage ou du rafraîchissement, ce qui permet encore une nouvelle fois d'éviter d'être sur des résistances électriques. Résistance électrique, on est sur une consommation 1 pour 1. Là, on va avoir un coefficient de performance à partir du moment où on enclenche les pompes à chaleur. Le fait qu'on nous travaillons sur 2 pompes à chaleur permet également de récupérer les calories. Donc, par exemple, en mode rafraîchissement, la chaleur qui est produite par les circuits frigo va être récupérée pour la production de chaude sanitaire. Donc, ça permet également aussi bien des économies d'énergie, mais aussi beaucoup plus de sécurité. Concernant l'eau chaude sanitaire, nous allons avoir du coup un ballon d'eau qui fait 212 litres à 55 degrés. Généralement, la température utilisée est entre 45 et 50 degrés, ce qui permet une contenance d'environ 250 litres, ce qui suffit largement pour une famille de 4-5 personnes. Concernant le pilotage ainsi que la visualisation des informations de la VMC thermodynamique, la PECOM 4, chaque PECOM 4 est équipé d'une unité de commande tactile qui va être filaire, qui va permettre de piloter les principales informations de l'unité, telles que la température de l'eau chaude sanitaire, la température ambiante, et également le niveau de ventilation. Il peut aussi y avoir une visualisation des consommations de chaque poste.
Donc, il y a un bilan énergétique complet qui permet de visualiser ses consommations en temps réel, aussi bien des consommations totales de la PECOM 4, mais également par poste, ce qui est très intéressant. Donc, vous allez avoir les consommations de la ventilation double flux, du chauffage, du rafraîchissement et de l'eau chaude sanitaire, ainsi qu'un coefficient de performance en temps réel qui s'actualise pour pouvoir faire une surveillance et pour pouvoir vérifier que on a bien choisi de bien isoler son habitation et de passer sur une habitation la plus passive possible. Il peut y avoir aussi une visualisation à distance qui est importante. En fait, on peut on peut connecter la PECOM 4 au réseau Wi-Fi via un câble RJ45 tout simplement, ce qui permet d'avoir une visualisation à distance de ce qui se passe dans l'habitation, de ce qui se passe avec la PECOM 4, mais également de pouvoir faire une demande auprès de GECO, par exemple, pour faire des diagnostics à distance, qui est un service qui est offert par GECO. Petit retour d'expérience du coup de Jérôme, qui a pu tester la PECOM 4 pendant un an complet. Alors, depuis un an, il a consommé 1896 kWh. Donc pour les 4 fonctions, hein, pour donc l'eau chaude sanitaire, la ventilation double flux. Alors pour le chauffage, il est resté sur une température de confort de 22 degrés. Et pour la partie rafraîchissement, il est resté sur une température de confort de 25 degrés. Donc je te remercie pour ce retour d'expérience qui est fort intéressant. Alors 1896 kWh sur un an, en prenant en compte 15 centimes le kilowattheure, ça correspond à 24 € par mois pour sa maison qui fait 150 mètres carrés. Donc c'est là qu'on voit où bien isoler, bien construire, avoir un système de chauffage, de ventilation qui est cohérent, permet voilà, d'assurer vraiment dans la longévité des économies d'énergie. Je vous remercie pour votre attention et je vais laisser place aux questions à présent. On va commencer les questions. Donc on a une première question pour Jérôme. Du coup, c'est bonjour, au niveau de la dalle pour accueillir la maison, est-il préférable de le faire réaliser par un maçon ou par vos services? Alors nous, en industriel, on est fabricant de granulats de verre cellulaire, donc en tant qu'industriel, on est juste fournisseur, on n'est pas applicateur. Donc là, il faudra directement voir au niveau d'un maçon ou d'un terrassier pour s'occuper de la partie mise en œuvre du mise à port, coffrage. Et puis après, pour la partie fondation radier, ça sera plus un maçon dans ce cas-là qui pourra faire ça, quoi. Très bien. Merci pour ta réponse, Jérôme. Et on a une autre question pour Sophie, du coup. Est-ce que la PECOM 4 dispose d'une fiche PEP pour la prise en compte dans la RE 2020? Alors, c'est un processus qui est en cours. Aussi bien le rapatriement du titre 5 RT 2012 dans la dans la RE 2020, également la fiche PEP. Donc, du coup, tous ces documents seront disponibles en automne, normalement. Merci beaucoup, Sophie, pour ces informations. J'ai vu une question aussi avant pour si on pouvait avoir le support. Le support sera disponible. Je vais vous envoyer le lien à la fin de la présentation. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, donc je leur laisse encore un peu de temps. Et voilà. Alors, j'ai une autre question. Bonjour, Oui. avez-vous un confort au niveau de l'hygrométrie dans votre habitation? Donc ça, c'est pour Jérôme, du coup. Ouais, tout à fait. L'hygrométrie, elle varie entre 55 et 45 en gros. On peut être des fois un tout petit peu sec l'hiver, ouais. Ça serait peut-être le seul point, on va avoir un air un petit peu sec l'hiver. Mais bon, par contre, on est super bien régulé, quoi. Donc 55-45, c'est ce qui est préconisé. Donc pour nous, le confort, il est là, quoi. Alors, je permets de rebondir du coup sur l'air qui peut être un peu sec en hiver. Quand on chauffe uniquement, du coup, avec la ventilation double flux, ça peut assécher l'air. Il existe un échangeur de chaleur enthalpique qui va avoir la particularité de restituer entre 70 et 80% de l'hygrométrie qui est extraite dans l'insufflation, ce qui permet d'assurer parfois un confort. Donc, Jérôme a étudié. Ok. Bah, je J'ai une autre prends. question pour Jérôme. Vas-y. Je pense que tu peux y répondre. Je sais Ouais, pas bien si tu es... sûr.
Oui, donc en ce qui concerne l'objectif de 15 kWh par mètre carré pour le besoin de chauffage, j'étais finalement respecté. J'étais sur l'étude PHPP, j'étais à 8,5. Donc je crois que la valeur de référence c'est 21 degrés, si je me trompe pas, pour le PHPP 20 ou 21. Donc même malgré en chauffant à 22 degrés, je suis quand même largement je respecte largement les critères. On le voit bien d'ailleurs sur les résultats en termes de coût de fonctionnement, quoi. Alors pour la question suivante, par rapport, je suis dans la région sud-ouest soumis au gonflement des argiles en retrait gonflement. Est-ce que le système peut pallier à ce phénomène naturel au lieu d'un vide sanitaire? C'est un phénomène qu'on a de plus en plus en fait au niveau des terrains, des problèmes de retrait gonflement des argiles. C'est un problème qui s'amplifie de plus en plus à cause des périodes de sécheresse répétées. Donc, il y a différentes solutions techniques pour remédier à ce système-là, dont le vide sanitaire, comme vous l'avez proposé. La solution radier sur mise à port est compatible, mais il faudra faire une substitution. C'est-à-dire que si on a un terrain qui est argileux en classe moyenne, il va falloir faire une substitution sur 80 cm. C'est-à-dire qu'on décaisse sur 80 cm, on fait un 0,31,5 sur une vingtaine de centimètres, un 0,20 sur une vingtaine de centimètres, une couche de mise à port et notre fondation radiée. Ça permet d'être sur un sol support qui ne soit pas soumis au retrait gonflement des argiles. Donc en cas d'aléa fort, par contre, il va falloir faire une substitution sur 1 mètre, voire 1 mètre 20. Donc ça, c'est à approfondir avec le bureau d'études géotechniques. Je pense qu'il y a une question pour Eric. Du coup, c'était la toiture peut-elle être faite en caisson bois-paille? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, la réponse est oui. Juste une petite chose par rapport à la solution radiée qui a été présentée qu'on n'a pas évoquée. Simplement, c'est une solution radiée, c'est une solution qui est effectivement assez peu commune. Tout simplement parce que elle n'est pas véritablement pérenne pour des constructions conventionnelles utilisant des matériaux lourds. Il faut savoir qu'avec des murs en ossature bois isolés en paille, on est 2 à 2,5 fois plus léger qu'un mur en parpaing ou en béton banché ou ce que l'on veut. Et donc, on évite, en posant des murs en ossature bois-paille en périphérie d'une dalle radiée, on diminue très sensiblement les effets de cisaillement qui ne permettaient pas à la construction conventionnelle en parpaing ou en brique ou en béton d'utiliser ce mode constructif de radier, tout simplement. Voilà, c'était juste une précision. Ah, Pour revenir à... je rebondis, Eric, parce que c'est pas forcément vrai en fait. Tu te trompes complètement. Au contraire, Ah le bon? radier, c'est beaucoup plus résistant que des fondations conventionnelles. On fait des immeubles en R+10 en béton armé sur mise à port avec le système radier. Non, le problème du radier qu'on a en France, principalement, c'est un problème culturel en fait. C'est un problème de méconnaissance. C'est un problème les bureaux d'études géotechniques, les bureaux d'études structure, même les maçons n'ont pas l'habitude de travailler avec ce mode constructif. Nous, on est formés en France à faire des fondations filantes et faire des longues grines et faire des vides sanitaires ou des dallages sur terre-plein. Et le radier, c'est pas une solution conventionnelle. Par contre, le radier, attention, c'est adapté à tout type de bâtiment. Tu peux très bien faire une maison, un groupe scolaire, des immeubles. On fait ce qu'on veut en radier. C'est vraiment une question de culture, en fait. Et à contrario, en radier, c'est même beaucoup mieux puisque c'est beaucoup plus résistant que des fondations conventionnelles, puisque tu as un bulbe de répartition de charge qui va être réparti sur toute la surface du terrain. C'est la base d'un bunker en radier, si tu préfères. Donc il n'y a pas de risque, au contraire. Donc le bois paille limite les charges. Par contre, il y a un inconvénient aussi au bois paille par rapport à une construction maçonnée, c'est que ça vient pas rigidifier. Une construction maçonnée vient rigidifier une structure, alors qu'une construction bois paille vient pas rigidifier. Donc à contrario, il faudra un radier presque plus épais sur du bois paille que sur du maçonné. Je suis désolé, je t'en prends, D'accord. Eric. Pas de souci, pas de souci, hein. Bon, juste, bon, moi je suis assez fan de cette solution-là dans le sens où effectivement, elle propose un système constructif plutôt extrêmement performant puisque c'est le radier qui sert de système de chauffage et c'est aussi le radier qui sert de climatiseur principalement pour stabiliser avec cette inertie thermique les températures à l'intérieur du volume chauffé, donc des habitants quelles que soient les conditions généralement météorologiques extérieures. Donc c'est plutôt hyper performant, tel que c'est décrit dans ce projet. Il y a- J'ai une petite question pour Sophie. Du coup, c'est quel est le coût de la VMC? Alors, le prix public de la thermodynamique est à 13 000 € hors taxe. On a une question de Romain Sardao qui demande s'il est possible de coupler le système de double flux avec des panneaux solaires pour la production d'eau chaude.
Alors oui, complètement. Il y a un raccordement à la boucle solaire, qui est prévu dans le ballon, pour, raccorder à des panneaux solaires. Il y a aussi, un nouveau module qui va sortir dans le cadre de photovoltaïque, de panneaux photovoltaïques. Donc, le module qui s'appelle, la PESOL, intégrera, une batterie, un onduleur, ainsi qu'une gestion d'énergie intelligente et sera fourni en plug and play. Donc, c'est là où est l'importance, parce que souvent quand on part sur de la domotique, la gestion, pour délester est souvent compliquée. Donc du coup, ça peut être, très intéressant de travailler sur le plug and play. Et donc du coup, ce module PESOL pourra, permettre de fonctionner avec du photovoltaïque et de permettre à toute l'habitation, qu'on arrive sur quelque chose qui est, d'autonomie, une habitation autonome, voire positive. Et encore une question pour Sophie. Est-ce que tu peux rappeler les débits possibles de la PECOM? Alors avec la ventilation, on va commencer à 85 mètres cubes heure, on va pouvoir aller jusqu'à 250 mètres cubes heure. On va fonctionner avec 4 vitesses de ventilation, à savoir qu'il nous faut minimum 135 mètres cubes heure pour pouvoir chauffer et rafraîchir. Une vitesse en rafraîchissement, par exemple, on va surventiler, pour pouvoir, augmenter le renouvellement d'air, le taux de renouvellement d'air. Donc du coup, on va vouloir aller jusqu'à 135, 200 mètres cubes heure, on peut aller jusqu'à 250, suivant les besoins. Oui, je rebondis un petit peu, Eric, sur un autre sujet aussi, en retour d'expérience, quand vous êtes venu monter le bois paille pour la maison. J'ai un retour de tes collaborateurs sur chantier qui disaient que c'était très content aussi du radier, du fait qu'on était sur un radier fini hélicoptère qui était parfaitement de niveau, bien avec des bonnes diagonales et tout. Donc, du coup, il y a une pose qui a été très très simplifiée grâce à ça. Donc, ça, c'est quand même un avantage aussi qui est non négligeable, puisqu'en général, avec un radier, on arrive à avoir une surface qui va être beaucoup mieux finie que si on travaille sur des fondations filantes Longreen conventionnelles, quoi. C'est vrai, c'est effectivement un avantage, et pas uniquement au niveau de la qualité de pose, mais je pense aussi économique, dans le sens où, comme tu l'as dit, quand on arrive sur un sol ou quand la dalle est finie et que le sol est déjà aussi, lui, terminé, moyennant quelques précautions à prendre pour éviter de le détériorer quand on fait la pose du reste du bâtiment, mais ça veut dire que économiquement, c'est toujours aussi intéressant de ne pas avoir à refaire définition du second œuvre, etc. sur un bâtiment, quoi. Ouais, tout à fait. Je vais peut-être prendre répondre à la question de Romain, là. Ça fait une question un peu plus neutre. Sophie, quelle est la nuisance sonore en décibels de la machine au niveau de la système double flux, au niveau de la PCOM? Alors, en ce qui concerne en fait le fonctionnement, on va dire classique, on n'entend pas du tout. Franchement, on n'entend pas un bruit. C'est vraiment moi, elle est dans un local technique. Le local technique, il est complètement centralisé au niveau de la maison pour pouvoir avoir une meilleure répartition des fluides et limiter les déperditions. Donc, on l'entend pas du tout. Le seul moment où on va l'entendre, c'est quand elle va produire du chaud, de l'eau chaude sanitaire. Donc après, on va l'entendre, bon ça, le local technique est bien isolé, c'est avec du Fermacell et avec, des bons isolants. Donc du coup, on va entendre un léger bruit de fond quand elle va se mettre en mode chauffage, quoi. Où là, on a une micro-pompe à chaleur qui se met en route et qui est un petit peu bruyante, quoi. Mais c'est important quand on prévoit d'installer une PCOM 4, comme tu as fait, c'est important de bien isoler en fait le local technique. Parce que quand on a les pompes à chaleur qui fonctionnent et étant donné qu'on peut avoir les 2 pompes à chaleur qui fonctionnent en même temps, on a une prise d'air déjà qui augmente lorsque les 2 pompes à chaleur, fonctionnent à 400 mètres cubes heure pour alimenter les 2 packs et donc du coup, ça peut générer aussi du bruit. Après pour la partie eau chaude sanitaire, étant donné que le ballon d'eau, ben, il a une contenance qui est assez grande, le taux de régénération d'eau et de la chaleur, le ballon d'eau avec une mise en température à 17 degrés en espace de 2 heures, 2 heures et demie, il est chaud. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement, heu, mettre en route, la pompe à chaleur, eau chaude sanitaire uniquement la journée, et la bloquer par exemple pendant la nuit pour pas qu'elle s'enclenche pendant qu'on dort. Mais après oui, c'est une question qui est importante parce que
il faut vraiment, c'est une unité qui intègre quand même 2 pompes à chaleur et qui fait les 4 fonctions. Donc du coup, autant en ventilation double flux, elle est vraiment silencieuse et il y a aucun souci, mais quand la PAC s'enclenche, il faut se prémunir de ce bruit. Alors, ça se passe très bien quand c'est prévu en amont, mais c'est quelque chose qu'il faut prévoir. Ouais, un bon local technique isolé, suffit largement, hein. Oui. Pareil, les isolants phoniques sur les réseaux là et c'est bon, on n'entend pas au niveau des bouches en tout cas, j'ai aucun bruit, quoi. Non, non, Fait non. vraiment, enfin c'est faut vraiment prêter très, très attention, mais on entend quasiment, rien du tout au niveau des bouches, hein. Alors après pour aller un peu plus loin, s'il y a d'autres questions qui arrivent, au niveau de mon projet personnel, derrière j'ai fait un auvent sur lequel j'ai mis du photovoltaïque, où on est sur une production de à peu près, 50 000 kWh par an par mètre carré puisqu'on est sur, par, attends ça fait combien? Oui c'est 40 000 kWh par an à peu près de production, puisqu'il y a 27 kWh. Donc, la maison va produire à peu près, 10 fois plus que ce qu'elle consomme. Donc on est sur une vraie maison passive à énergie positive et en plus à la base à faible empreinte carbone, quoi. Donc l'objectif, c'est de la faire certifier Passive House Premium là, d'ici la fin de l'année, quoi. Encore une question pour Eric. Concernant le bois paille, y a-t-il des solutions intéressantes pour la rénovation? Bien sûr, pour le bois paille, aujourd'hui, on propose des ossatures toujours préfabrication de moindre épaisseur. Il faut savoir que on a participé à un concours qui s'appelle Energy Sprong, dans lequel on a été lauréat et on a proposé une solution d'habillage, de réhabillage de bâtiments sur une base d'ossature bois isolé en paille avec un certain nombre de systèmes embarqués pour pouvoir faire du renouvellement d'air avec des objectifs indice icône 0 au niveau de la qualité de l'air, pour pouvoir faire du chauffage, de la climatisation en ventilation naturelle hybride, tout simplement. Voilà. Donc avec des coûts de fonctionnement et des coûts de maintenance proches de zéro. Voilà, on travaille sur ce type d'éléments-là. On est aujourd'hui impliqué dans un certain nombre de projets, je dirais, d'études de bâtiments à rénover, sur lesquels on nous demande de faire plus ou moins d'intégration, c'est-à-dire qu'on est capable d'arriver avec des éléments plutôt finis, quoi, pour pouvoir mettre en œuvre des opérations de rénovation enfin, rapidement et sans nuisance particulière. Voilà. Donc c'est effectivement un secteur d'activité où on est de plus en plus présent et de plus en plus actif aussi. Sophie, sinon, j'ai une petite question. Moi, tu développes des systèmes après pour des grosses, pour des petits immeubles, des collectifs et tout? Tu as des systèmes de ventilation, qui seront adaptés du même type? Alors, je vais avoir une gamme de centrales de traitement d'air. Pour le moment, j'ai pas de gamme, thermodynamique sur les grosses centrales de traitement d'air, mais par contre, on est en étude là-dessus. Sans oui. Alors après, je vais avoir une gamme, voilà, sur le tertiaire, une gamme de décentralisé, où là, on rejoint un peu la rénovation, notamment les projets, Energy Sprong, avec, soit pour le résidentiel quand on est en rénovation avec des modules qui se mettent dans chaque pièce en traversée de mur, avec, des échangeurs de chaleur en céramique. Et sinon pour, tout ce qui est, tertiaire comme, tu demandais par exemple les salles de classe, on va avoir des centrales de traitement d'air qui se posent soit en plafond, soit, à poser en vertical, contre un mur et qui vont permettre de ventiler jusqu'à 1 200 m3. Donc là, c'est vraiment des produits pour tout ce qui est, salle de classe, gymnase, salle de fête. Ouais, OK. C'est bien. Oui, il y a du boulot à faire, hein, c'est un vrai sujet, la qualité de l'air intérieur et c'est vrai qu'avec le Covid, on s'est rendu compte de plus en plus, comme quoi, il y avait des gros soucis. Il y a des études qui ont été faites en Allemagne, ils disaient comme quoi sur un cursus scolaire, en fait, un étudiant, il perdait quasiment 1 an, en fait, d'études, du fait qu'il soit des problèmes de concentration dus au fait de la mauvaise qualité d'air intérieur, de taux de CO2 trop élevés et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet, la qualité d'air intérieur.
Et C'est ça. Bah, ce qu'il y a, c'est que maintenant, avec oui, le Covid, ça a aidé pour calculer aussi le taux de CO2. Et c'est vrai que pratiquement systématiquement, maintenant, quand on place des centrales de traitement d'air décentralisées dans les classes, on les fait fonctionner avec une sonde de CO2 pour qu'il y ait aussi bien l'indication, pour qu'il y ait l'indication du taux de ppm, mais également que la centrale fonctionne en fonction de ce taux-là. Donc, du coup, ça va dans le bon sens, mais il y a beaucoup à faire. Après, la ventilation double flux, ben, ça progresse parce que forcément, on construit aussi de plus en plus, de mieux en mieux, ce qui est une très bonne chose. Voilà, le passif progresse énormément en France, ce qui, donc, du coup, c'est vraiment une très très bonne chose, ce qui arrive, quoi. La ventilation double flux, on est encore sur des systèmes simple flux. Ça va pas. Il fallait faire quelque chose. Donc du coup, là, c'est vrai que voilà, plus on construit bien, plus il y a de l'information, plus ça aide à bien respirer. Et puis ça aide, comme dit, pour les matériaux, pour les habitants, pour tout le monde. la RE 2020, elle a un impact là-dessus sur la ventilation à l'heure actuelle? Je crois pas, non? Alors, il y a eu quelques ajustements. Honnêtement, ça aide. Ça aide au niveau de la RE 2020 parce que forcément, il y a le système constructif et tout. Ça aide. Elle aide. D'accord. Bon, Eric, je pense que c'est pareil pour toi. Le bois paille, pour l'instant, n'est pas trop concerné par la RE 2020, mais ça sera concerné sur les prochaines échéances en 2025 et 2028, où il y aura un taux d'exigence qui sera beaucoup plus élevé, où là, les maîtres d'œuvre et architectes iront de plus en plus sur des solutions techniques biosourcées comme la tienne, quoi. Je pense aussi qu'il Ouais, va y avoir beaucoup d'ajustements. oui, ça traîne un peu. Nous, on est prêts depuis un petit moment déjà. Bon. Bah, c'est pareil avec le mise à port, on a La une RE empreinte carbone. 2020 qui démarre le 1er janvier 2022, on a déjà pris 2 ans de retard. Puis en plus, on a un programme effectivement qui n'est pas hyper, voilà, quoi, qui est pas hyper violent, quoi. Mais bon. Non, c'est pas très exigeant. Après, le construire comme ça, c'est bien aussi. Ça permet de faire une transition progressive, laisser les maîtres d'œuvre, architectes, entreprises aussi se former à ces nouvelles techniques, à ces nouveaux produits. Mais il faut quand même se fixer ces objectifs-là de 2028, 2030, ainsi de suite, pour aller vraiment sur des bâtiments très très performants et à faible empreinte carbone, quoi. Et ça laissera en même temps le côté industriel se développer à côté aussi. Nous, c'est quand même l'objectif qu'on a aussi mis à port, hein, c'est on vit encore sur nos usines en Suisse, on a encore une marge de manœuvre sur nos usines en Suisse, et l'objectif quand même, c'est d'augmenter le volume sur le marché français pour venir implanter des unités de production en France, quoi. Donc, c'est quelque chose qui va se faire en déroulement progressif sur ces prochaines années, quoi, en espérant qu'il y ait une bonne dynamique justement sur la construction passive et sur la RE 2020 de 2028-2030, quoi. Donc, je sais pas si vous avez d'autres questions. Parce que du coup, on parle entre nous là. Bon, si c'est tout bon pour tout le monde, et ben merci en tout cas pour votre attention. Tout a été enregistré. Après, ça sera diffusé sur YouTube. Jonas fera un mailing pour transmettre les liens. Donc, faut pas hésiter après de votre côté à partager le lien. Pareil, hein, Sophie, Eric et moi-même, on est disponible en particulier. Vous aurez nos coordonnées directes. Faut pas hésiter à nous contacter, quoi.